Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour ce deuxième numéro de Disputandum, l'émission de débat de votre nouvelle chaîne NOAH. Alors après la semaine dernière, la question du glyphosate, ce soir nous nous intéressons au tourisme en Nouvelle-Aquitaine. La grande région sera-t-elle un vecteur de dynamisme? Le tourisme peut-il contribuer à diminuer cette fameuse fracture territoriale? Label éco-citoyen, nouvelle tendance, l'avenir est-il encore au tourisme de masse? Quelques chiffres pour illustrer cette Nouvelle-Aquitaine, c'est 28 millions de touristes chaque année, 103 emplois et un secteur qui génère 2,8 milliards d'euros de richesse. Entre mer et montagne, la région, c'est aussi une grande diversité de paysages ruraux et de villes emblématiques, de villes superbes comme la capitale Bordeaux. Bref, une région à découvrir. Mes invités ce soir sont Jean-Luc Boulin. Bonsoir, vous êtes directeur de la MONA, qui est une association qui chapeaute en quelque sorte les réseaux des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Également sur ce plateau, Jean-Baptiste Dingréou, vous êtes le président régional des hôtelleries de plein air. C'est pas moins de 1400 établissements en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas mal, ça représente pas mal. Enfin, également sur ce plateau, Laurent Perrondet, vous êtes le maire de Lacanau, en Gironde, une station balnéaire qui multiplie sa population par 20, peut-être même plus, en saison estivale. Et puis, dernier invité, c'est vous qui nous regardez derrière votre écran, derrière votre smartphone ou votre tablette. Eh bien, vous êtes invités ce soir, vous êtes les bienvenus pour participer à ce débat via nos pages Facebook, France 3 Aquitaine, France 3 Poitou-Charentes ou France 3 Limousin, ou encore depuis Twitter avec le hashtag NOAH. Bienvenue à tous les quatre, merci. Je voudrais qu'on ouvre ce débat par ce constat qui a été fait par une agence, l'agence ProTourisme, dirigée par Didier Arinaud, qui devait être d'ailleurs sur ce plateau ce soir, et qui estime pour sa part que le tourisme en Nouvelle-Aquitaine souffre d'un mauvais rapport qualité-prix. Est-ce que c'est votre diagnostic? Je vous pose la question, Jean-Luc Boulin. Alors, quand on parle de tourisme en Nouvelle-Aquitaine, il faut se dire que sur les 12 départements, entre le littoral et l'intérieur, on n'est pas forcément dans les mêmes rapports en termes de qualité. Oui, c'est une appréciation générale, je pense. Oui, c'est une appréciation générale. Personnellement, je pense qu'on n'est pas dans ce défaut-là. Je pense qu'il y a parfois un défaut de qualité plus qu'un défaut de prix, et notamment dans des périodes de haute saison. Mais globalement, il me semble que la Nouvelle-Aquitaine est relativement compétitive. Simplement, les choix de destinations sont nombreux, mais ce n'est pas en bradant forcément les prix qu'une destination sur le moyen terme s'en sort forcément. Jean-Baptiste Dingréou, une réaction à ce constat qui est plutôt un constat pessimiste ou enfin en tous les cas un peu amer? Oui, mais il faut comparer ce qui est comparable. Là, si on parle de la Nouvelle-Aquitaine, effectivement, on a des prix qui sont corrects. Mais si on doit comparer avec des pays du Maghreb, comme la Tunisie, qui offre... l'Espagne, qui est moins cher, qui est juste à côté. Oui, mais pour 380 €, vous pouvez aller en all-inclusive dans un hôtel pendant une semaine en Tunisie, en juillet-août. Donc pour 4, ça équivaut à un prix dans un mobil-home sur l'île de Ré, par exemple. Donc oui, on a une concurrence. Et est-ce qu'on doit faire attention ou est-ce qu'on doit justement faire attention à cette mutation? Et c'est des touristes que vous perdez? Ce sont des tourismes plutôt aquitains, plutôt étrangers? C'est-à-dire sur du camping haut de gamme, par exemple, oui, je pense que c'est des touristes qu'on perd. Après, sur du camping beaucoup plus populaire, non, c'est pas des gens qui auront les moyens partir. Quand on part en tente ou en caravane, c'est pas comme si on part en location, en mobil-home ou en chalet. Mais on a toute cette clientèle-là, et c'est vrai que la clientèle haut de gamme qui vient dans les campings 5 étoiles dites de luxe, c'est vrai que c'est une concurrence. Laurent Perrondet, vous êtes le maire de la commune de Lacanau, une commune qui évidemment accueille près de 80 000 touristes l'été, peut-être même un peu plus. Donc vous les voyez, ces touristes, venir quand on vous dit que finalement les structures d'accueil sont pas au niveau qu'elles devraient être par rapport à des pays concurrents. Oui, moi je pense qu'on n'a rien à envier en termes d'accueil et de structure. Les gens souhaitent souvent rester en France. On s'aperçoit que peut-être cette année on n'était pas pénalisé par la météo de 2017 sur juillet-août, où finalement celui qui avait loué assez cher chez nous et a passé 4 jours de mauvais temps, les chiffres sont pas bons, n'est pas revenu cette année. Sauf que, non, je veux dire que cette année, ce qui a pu compenser les communes près de la métropole et d'autres de grandes villes, c'est le fait que on a eu ce tourisme quotidien, c'est-à-dire qu'il a fait très très beau à la plage, et on peut savoir que nos statistiques aujourd'hui ont fait du bien. Sur
sur les structures hôtelières et sur l'hôtellerie plein air en particulier. On sait que la réservation de dernière minute a marché très fort et qu'on s'oriente d'autres modes de consommation sur le midweek ou sur le week-end. On ne loue pas obligatoirement une semaine, donc les professionnels sont en train de s'adapter à ce marché-là. Et ça, c'est intéressant pour nous et je crois que c'est des choses qu'il faut que l'on travaille ensemble. Nos structures hôtelières aujourd'hui s'applique justement à proposer ces genres de séjours, ces 2-3 jours en fin de semaine ou en milieu de semaine, mais aussi on a la chance, et c'est les années Miaka il y a 40 ans qui ont établi des conditions d'accueil du tourisme social en Nouvelle-Aquitaine, qui nous permettent aujourd'hui, sur nos communes, d'avoir de l'accessibilité pour les gens à très faible revenu, mais aussi du haut de gamme pour ceux qui souhaitent s'installer chez nous. Oui, Jean-Luc Boulin, c'est important ce rapport qualité-prix pour une grande région qui veut devenir un marqueur de destination, comme d'autres régions le sont. Il faut travailler sur ce rapport qualité-prix. C'est excessivement important, c'est évident. Mais dans le rapport qualité-prix, je le répète, le rapport prix aujourd'hui, pour faire de la qualité, on va rester sur des prix, je suis d'accord là avec Jean-Baptiste d'Agréo, sur le fait qu'on ne pourra pas rentrer en concurrence avec des pays où les coûts de revient sont bien moindres, ça c'est évident. Par contre, l'effort qui peut être fait, c'est vraiment sur la qualité. Et on en parlera sans doute au cours de l'émission. La qualité, le défaut de qualité, elle est surtout ressentie, d'après moi, sur les zones les plus touristiques et en très haute saison, parce qu'il y a des flux importants, parce qu'il y a des problématiques d'emploi, notamment de recrutement de personnel saisonnier, qui sont les personnels de première ligne, ceux que vous trouvez quand vous avez un mauvais sentiment de qualité. Formés, déjà, il me semble que le problématique, c'est qu'il faut les trouver. Nous, au niveau de la MONA, on s'occupe de professionnalisation, on aimerait bien les former, mais encore faut-il en trouver, parce que c'est quand même une vraie problématique des saisonniers qui soient là sur l'ensemble de la saison. Et c'est vrai que j'en reviens tout à fait au début, on en parlera après, des saisonniers. Le touriste, je suis mécontent souvent d'une partie de l'accueil au restaurant, d'un serveur qui ne sait pas gérer la multitude de commandes, etc., et qui ne va pas être forcément agréable. Oui, et justement, sur le problème des saisonniers, d'abord, on ne peut pas trop les loger sur le littoral l'été, donc il faut qu'ils se trouvent à loger, ce qui n'est pas toujours facile, monsieur D'Agréo. Et puis aussi la question des salaires, ils sont parfois pas très bien payés. Alors, des amplitudes horaires, est-ce qu'on peut concilier à la fois une précarisation de l'emploi et vouloir attendre de ces salariés qui soient opérationnels et bien formés, parce qu'il y a aussi là une distorsion entre les deux. Alors, pour ce qui est de l'emploi, on a beaucoup changé, hein. On a muté aussi. Il y a des conventions collectives, notamment en hôtellerie de plein air, où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des coefficients à respecter. Donc, point de vue salaire, il n'y a plus du paiement au lance-pierre, il n'y a plus des horaires non payés. Maintenant, les heures supplémentaires sont payées. Donc, on s'est professionnalisé et il y a beaucoup eu de mutations en hôtellerie plein air. Donc, on n'est pas sur ce souci-là. Non, le souci, c'est vraiment le recrutement. Parce que quand vous travaillez dans un hôtel, par exemple, qui est ouvert à l'année, on recrute et puis, si possible, on met en CDI. Quand on se retrouve avec un camping qui est ouvert de 2 pour certains campings jusqu'à 6 mois, c'est après on tombe vraiment dans la rareté d'avoir des campings ouverts ou à l'année ou beaucoup plus longtemps. Quand vous recrutez un saisonnier pour 4 mois, vous recrutez un étudiant qui n'a pas décidé de faire du camping, ni d'être barman, ni d'être serveur. Donc vous le formez sur le tas. Effectivement, il n'est pas professionnel, mais le client qui vient en vacances, lui, il s'attend à avoir un serveur professionnel. Donc voilà le problème que l'on a. Former quelqu'un, oui, mais pour 3 mois, est-ce qu'il voudra être formé ? Et il n'aura pas le temps, parce qu'il sera en cours juste avant. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Baptiste là-dessus sur les salaires. Alors, pas forcément sur l'hôtellerie de plein air, parce qu'il n'y a pas que l'hôtellerie de plein air en saison, mais sur l'hôtellerie-restauration, quand on a vu cet été le nombre d'établissements sur le littoral qui disaient, certains, j'ai vu, on ferme ce week-end parce qu'on n'a plus personne, etc. Quand même, on sait qu'il y a encore des conditions qui sont difficiles. On sait aujourd'hui qu'en plus, on est dans une situation où c'est difficile de recruter des saisonniers. Pourquoi les professionnels d'hôtellerie-restauration ne font pas des efforts supplémentaires ? Par exemple, pourquoi on n'a pas une prime si on reste jusqu'à la fin de la saison ? Parce que ce qui se passe souvent, c'est ça. C'est j'ai du monde au 1er juillet, et puis au 20 juillet, je ne m'entends pas avec le cuistot, plam, je suis parti, etc. Et je trouve que là, il faudrait quand même que les professionnels... Alors, c'est pas que, il y a aussi les employés, mais il y a des efforts à faire. Hein. Un mot, Laurent Pérondet, sur cette question. Je ne veux pas défendre les professionnels, mais on a des contrats aujourd'hui, souvent sur des contrats à durée déterminée, puisque c'est une saison. Je pense que dans ces contrats-là, les deux parties s'engagent.
et qu'il est bien plus facile pour un saisonnier de partir le 31 juillet qu'un patron pour le mettre à la porte si ça ne va pas. C'est vrai. Donc il faut quand même rétablir les choses. Moi je pense que la première problématique, et moi je le vois dans ma station et sur le territoire de Médoc-Atlantique, c'est le logement du saisonnier. Si vous voulez recruter un bon cuisinier, il faut qu'il soit bien logé. Ouais, c'est S'il veut venir ou avec sa famille ou avec son épouse. Il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, je crois que le nœud du problème, au moins sur le littoral, c'est qu'on a aujourd'hui un partenaire incontournable qui est la région Nouvelle-Aquitaine, qui a la compétence. Donc eux, aujourd'hui, ils sont vraiment à nos côtés et on est en train de discuter de toutes ces problématiques. Il faut savoir qu'avec l'arrivée de nos amis de Poitou-Charentes et les Charentais, il y a une vraie expertise, une vraie expérience sur l'hôtellerie de plein air, sur tous ces métiers-là, mais on a aussi un territoire qui habite à peu près tous les tourismes. Il y a le tourisme vert, il y a le parc d'attractions à Poitiers, mais il y a aussi la montagne. Donc toutes ces choses-là, un saisonnier, on doit pouvoir lui proposer un travail en saison à la montagne, pour qu'ils nous rejoignent après sur le littoral, mais aussi sur le tourisme vert ou d'autres verts. C'est ça qu'il faut qu'on organise au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. On va rester sur le littoral, si vous voulez bien, Monsieur Perrondet, avec, on peut le dire, un tourisme de masse. Vous allez être le premier témoin l'été, avec ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que les plages ont-elles atteint leur cote d'alerte? Reportage de Guillaume Deguet et Ludovic Cagnato. Biarritz, Seignos, Lacanau, on a frôlé la surchauffe lors de l'été 2017. 10 millions de visiteurs ont posé leurs serviettes sur les plages de l'Aquitaine, l'équivalent de 3 fois la population de la région. Le littoral est pris d'assaut depuis quelques années et la tendance va s'accentuer. On attend toujours plus de touristes, on attend toujours plus de monde dans les métropoles de la région. La région est extrêmement attractive, mais ce qui fait l'attractivité de la région, c'est son milieu naturel, ce sont ses plages et ses espaces ouverts sur l'océan. Le Gressier, sur la commune du Porge, s'est ainsi affirmé comme la plage préférée des habitants de la métropole bordelaise. Des travaux sont en cours actuellement. Le parking de 3000 places va être limité à 2400 voitures. Objectif, protéger la dune, prévenir les incendies et mieux accueillir les visiteurs. Il faut à la fois la préserver, il faut la laisser gratuite. Ça, c'est un enjeu politique fort. Nous avons refusé qu'elle devienne payante. C'est pour ça aussi qu'il y a la rationalisation de l'ensemble de ce plan plage pour qu'on soit en mesure et en capacité de porter les coûts de fonctionnement de ce site. La route des plages l'été ressemble à la rocade bordelaise un matin de septembre. Pas une fatalité pour la région. Il existe plusieurs pistes pour gérer ces flux, des transports collectifs aux applications pour smartphone. Il est vraiment possible d'agir en multipliant toutes les initiatives avec un modèle prédictif qui peut permettre au moment du départ à la plage de dire bon voilà, là ça va être saturé, je vais plutôt me diriger vers tel ou tel endroit. Également combiner les différents modes de mobilité, mobilité douce, le train, le bus. Le littoral est l'atout touristique majeur de la région. Victime de son succès, l'enjeu aujourd'hui est de l'aménager pour le préserver. Alors Jean-Luc Boulin, le littoral victime de son succès, on le voit là sur ces images avec les assauts touristiques l'été. Est-ce que, au fond, trop de touristes ne tuent pas le concept touristique, le tourisme en quelque sorte? Je ne dirais pas ça, je ne dirais pas que trop de touristes tuent le tourisme. Je pense simplement qu'il faut travailler sur des initiatives comme celle qui a été présentée par Nicolas Castaille et Sandrine Derville dans le reportage, qui permettent, de mieux gérer les flux, c'est-à-dire qu'on puisse dire un jour à des visiteurs, finalement, on ne peut plus aller à tel endroit en ce moment parce qu'il y a trop de monde, et à pouvoir les amener vers d'autres lieux. Et la deuxième chose qui me semble essentielle dans les années à venir, c'est que les visiteurs soient eux-mêmes solidaires de ce milieu naturel, pour qu'eux-mêmes soient en situation de le préserver. Des touristes éco-responsables, on en parlera dans un instant. Vous êtes en première ligne, je le disais, Laurent Perrondet, Lacanau, c'est une ville typique, station balnéaire, vous avez ces touristes à gérer. Quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez l'été? Alors, on n'est pas encore sur un phénomène de saturation. Moi, je le dis parce que je regarde et j'observe ce qui se passe sur ma commune au quotidien, mais j'observe aussi ce qui se passe sur les autres communes. Moi, je parle toujours de sécurité avant tout. Et on a aujourd'hui des visiteurs que l'on doit accueillir dans les meilleures conditions possibles avec des services. Donc, on a des plans plage en partenariat avec la région, le département et le GIP, le littoral. Mais on a aussi des postes de secours et une surveillance avec un océan qui est compliqué à gérer. Donc, une commune comme le Porge, quand elle farme des parkings, elle dit aussi à l'aide. Parce que le Porge, par exemple, n'a pas de recette directe du tourisme. Il n'y a pas d'hôtellerie, il n'y a pas de grosses structures qui permettent de générer des recettes. Mais le Porge paie seul son poste de secours et ses sauveteurs, et paie aussi la collecte des déchets. Chez nous, c'est pas la même chose. On a des recettes indirectes, on a du parking payant, on a des choses, et ça permet justement d'investir beaucoup plus. Mais les touristes qui sont sur nos plages,
qui sont hébergés au sein de nos stations, il n'y a pas de problème. Ce que l'on doit régler, c'est le déplacement quotidien de la métropole vers nos stations. Et là, à ce moment-là, on a besoin de nos partenaires dans le futur pour dire on est prêt à accueillir un département et une région qui accueille de plus en plus d'habitants. La Gironde, c'est 25 000 habitants de plus par an, donc 25 000 donc la moitié vers la ruralité, et ces déplacements qui s'accentuent encore vers le littoral et cette pression. Bon, mais là, on a peut-être besoin d'un petit coup de main pour pouvoir accueillir les gens par les collectivités supérieures. Coup de main, c'est des infrastructures mises en place pour accueillir convenablement. Un poste de secours pour être géré par le département avec une surveillance départementale pour accueillir au Porge ou entre le Porge et la Cano des touristes qui puissent venir se baigner. Le Porge n'est pas capable seul d'assumer des coûts de fonctionnement aussi forts. Jean-Baptiste Dagréau, vous le sentez, vous, puisqu'on parle de l'hôtellerie de plein air, entre les campings du littoral et les campings qui sont peut-être un peu plus à l'intérieur des terres, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes problématiques? C'est pas la même problématique parce que l'océan est un aimant. Ça attire automatiquement le monde. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de tourisme de masse. Oui, mais c'est dû aux touristes ou c'est dû aux vacances? Il faut quand même se rappeler que, enfin, on n'est pas si vieux que ça, mais on avait les vacances à partir du 15 juin. Ils sont trop concentrés. Oui, et on repartait le 15 septembre. Maintenant, quand on a les vacances qui commencent le 7 juillet et qu'on reprend les cours le 2 septembre, ben, les gens partent en vacances entre ces périodes-là. Et automatiquement, au lieu d'être étalés, ça se monte les uns sur les autres. Et effectivement, on se rend compte qu'au mois d'août, on a de plus en plus de monde au mois d'août, de moins en moins de Français partent au mois de juillet. Donc c'est pour ça qu'on a fait un très bon mois d'août et jusqu'au 2 septembre cette année. Comment on fait pour étirer la saison pour compenser? C'est possible? Il faudra en parler à l'éducation nationale, peut-être d'arrêter de nous lâcher le 7 juillet et plutôt revenir sur le 20 juin. Donc il faut rallonger les vacances, d'accord? Il faut renforcer le lobbying des élus du littoral parce que la montagne, vous avez vu qu'ils ont fait avancer les vacances de Pâques pour profiter de... ils sont plus forts que vous, la montagne. Ils sont plus forts que nous, bien sûr. Ils ont deux saisons, une saison d'été, une saison d'hiver. Avec le réchauffement climatique, ils n'ont peut-être plus de saison du tout, on en parlera tout à l'heure. Nous aussi, les problèmes d'érosion. Jean-Luc Moulin, vous êtes plutôt d'accord avec cette analyse-là? Oui, sur une clientèle française, qui est quand même majoritaire chez nous en Nouvelle-Aquitaine et notamment sur le littoral, il est vrai que la problématique de plus de 55% des entreprises françaises qui ferment au mois d'août, ce qui fait que tout se concentre finalement sur un mois, avec un mois d'août qui recule. C'est pour ça que quand on fait le bilan de la saison au mois de juillet, aujourd'hui le mois de juillet est parfois moins bon qu'un mois de mai avec des ponts ensoleillés, et le mois de septembre souvent s'annonce prometteur. Donc en fait on a une saison et il faudrait arrêter pour nous, pour les offices de tourisme, et quand on est toujours vouloir faire des bilans de saison trop tôt, en fait la saison aujourd'hui elle est pas toujours haute mais elle est importante entre Pâques et Toussaint. Il y a une vraie saison touristique hors montagne. Partout. Ensuite, il y a des pics. Et le problème, aujourd'hui, c'est le pic de la très haute saison, comme le disait Jean-Baptiste, qui est concentré sur un seul mois. Et cette année, il y a quelques années, moi je commence à avoir beaucoup d'années dans le tourisme, il y a quelques années, on disait oui, c'était jusqu'au 15 août, après c'est jusqu'au 20 août, maintenant c'est vraiment jusqu'en début septembre qu'on est en très haute saison. Et le mois de septembre, il y a quand même énormément de monde encore, en fait. Donc du coup, on se retrouve avec une saison qui est déjà plus longue, qu'on pourrait étaler plus, et qu'on a la chance, il me semble, d'étaler en Nouvelle-Aquitaine, notamment autour de Bordeaux, avec une métropole extrêmement peuplée qui envoie du monde sur le littoral dès qu'il fait beau en avant et en arrière-saison. C'est plutôt un atout, c'est un argument, vous qui êtes moi, je pense à la Cano? On a cette métropole autour, ça génère des flux. Aujourd'hui, on travaille avec Bordeaux Métropole, qui a une compétence tourisme aussi. On est présent sur les salons dans le monde entier avec eux. Et le tourisme aujourd'hui, des touristes viennent à Bordeaux, ils ne savent pas qu'ils ouvrent dans le Médoc. On va visiter les grands châteaux, ils ne savent pas qu'à 30 minutes, il y a des plages, il y a du tourisme balnéaire. Donc nous, aujourd'hui, de travailler avec ces structures-là, ça fait connaître justement nos littoraux. Et ce tourisme balnéaire, il faut que le touriste, il n'a pas envie de poser sa serviette sur la plage une semaine durant. Il a envie aussi d'aller voir du tourisme culturel à Bordeaux, il a envie d'aller visiter un château, il a envie de faire du tourisme vert, d'aller visiter les grottes de Lascaux. Jean-Baptiste Dagréau, vous qui êtes en Charente-Maritime, vous sentez cette aspiration, ou en tous les cas, ou ce souffle de la grande métropole vers aussi la Charente-Maritime? Depuis le rapprochement, on va dire, de cette nouvelle grande région, on se sert de Bordeaux comme aspirateur. Autant avant, on avait les îles, île de Ré, île de Léron, et île de Ré, bien sûr, produit phare en Charente-Maritime avec Fort Boyard. Donc voilà, je vous l'ai vendu, la région, ça arrive tout de suite. On peut parler du Futuroscope et de plein de choses. Quand on se retrouve avec de la montagne dans notre région, parce que c'est ça, les Pyrénées, c'est chez nous maintenant, et surtout Bordeaux, on avait le cognac, très bien, mais on rajoute le Bordeaux par-dessus, oui, on surfe dessus. Et on a raison de surfer dessus, puisque tout le monde veut s'approprier cette nouvelle région. Ça nous permet de communiquer à l'international, notamment en Europe, c'est sûr, mais ça permet surtout de communiquer intramuros.
C'est-à-dire de pouvoir dire aux Pyrénéens, venez en Charente-Maritime, c'est chez vous maintenant, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Et ils le font, vous sentez oui, que... on a de l'intramuros, c'est-à-dire que les gens s'approprient leur région. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, les 3 régions, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine, ça a été la guerre. C'est-à-dire pourquoi ça s'appelle Nouvelle-Aquitaine, on perd notre identité. Alors, moi, je suis né à Dax, donc je suis des Landes. J'ai pas trop perçu ça... négativement. Le débat est fermé. Oui, mais le problème, c'est qu'on a dit à tout le monde, enfin, c'était plus un problème, on leur a dit, mais attendez, c'est chez vous maintenant. C'est-à-dire, ne pensez pas qu'on vous mangez, vous vous étalez. Et c'est là qu'en communiquant bien, en faisant découvrir la Dordogne à des Charentais, et bien, en leur disant que c'est leur région, ça permet de rentrer par l'affect. Et quand on rentre par l'affect, c'est plus facile. On verra d'ailleurs justement si cette vocation de développement un peu irrigué dans tout ce territoire Nouvelle-Aquitaine fonctionne avec cette nouvelle grande région et si justement il bénéficie à ces territoires qui sont un peu en déshérence. Mais je voudrais qu'on parle de ce grand mot qui est l'écolabel qu'on entend maintenant citer partout quand on parle de tourisme. Alors est-ce que c'est une opportunité nouvelle ou une adaptation nécessaire? Avant d'en parler, on va se rendre en Corrèze où de plus en plus d'hébergements font des efforts pour être éco-responsables. C'est un reportage de Noël Weiss et Romain Bureau. Dans cet hôtel uccellois, c'est devenu un rituel. Chaque matin, après l'entretien des chambres, on trie les déchets. Tout ce qui est plastique, carton, documents comme ça. Et puis, voilà. La démarche environnementale de l'établissement ne s'arrête pas là. Dans les salles de bain, pas de gobelets en plastique, des distributeurs de produits écologiques et des mousseurs installés dans les douches et les robinets. C'est une petite grille qui réduit donc le débit. En fait, il y a plus d'air dans l'eau. Et on a donc l'impression qu'il y a beaucoup d'eau, mais en fait, il y en a beaucoup moins. Et du coup, vous avez économisé combien, vous ? Grosso modo, 40% de ma consommation. Au bar et au restaurant, même chose. Compostage, tri des bouchons et capsules, utilisation de verres consignés. Depuis qu'il a repris cet hôtel il y a 8 ans, Marc Guibert n'a eu de cesse de réduire son impact écologique, allant même jusqu'à recycler les anciens paquets de café. Une démarche personnelle, mais peu payante auprès de la clientèle. Les ampoules basse consommation, de toute façon, vous ne trouverez plus que ça dans les commerces. Le recyclage du verre, bon, ça fait quand même quelques années. Mais en fait, les gens, pour eux, c'est tellement rentré dans les usages qu'ils ne font pas attention. Peut-être qu'on ne le ferait pas, les gens nous feraient des remarques. Pour ces vacanciers de la région nantaise, la question ne se pose plus. Ces habitués du hameau des Ribières viennent en Limousin pour fuir la côte et retrouver un cadre calme et nature où ils peuvent conserver leurs habitudes écologiques. La nature, c'est la base de la vie. Et voilà, il faut on a décidé d'y faire attention parce que pour nous, comme pour eux, c'est hyper important. Donc voilà. Implanté dans le parc naturel régional Périgord-Limousin, ce village est certifié écolabel européen depuis 9 ans. Ici, on trie, on économise l'eau et l'énergie et l'entretien des espaces verts se fait de façon mécanique. C'est cohérent par rapport à la démarche de la commune. En général, nous sommes zéro pesticide. Au niveau de la communauté de communes, nous sommes territoire à énergie positive. Donc tout ça est très cohérent dans l'inscription dans la démarche territoriale. Un modèle d'hébergement de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région où il y a le nombre le plus important d'écolabels. Le conseil régional avec l'ADEME assure l'animation pour garder cette dynamique. Et on a quelques atouts, notamment de sites naturels, d'espaces naturels, qui sont tout à fait intéressants pour l'écolabel et pour les démarches de vacances éco-responsables. Apparu dans les années 70 avec le mouvement hippie, le tourisme durable se développe et devient un vrai enjeu économique pour les régions. Oui, Jean-Baptiste Gréou, l'écolabel, on entend partout, il n'y a pas de place pour le tourisme sans maintenant écolabel, éco-citoyen. Bon, et au fond, on s'aperçoit que parfois, des professionnels ont du mal, ils traînent les pieds à rentrer dans ces normes qui sont parfois très contraignantes. Vous en tant que président de l'hôtellerie de plein air, vous le ressentez qu'il y a quand même parfois un peu d'agacement à vouloir rentrer dans des normes qui sont parfois contraignantes? Alors, les normes contraignantes, oui, mais pour l'écolabel, non. En hôtellerie de plein air, au contraire, ça... C'est plus facile? C'est beaucoup plus facile. Ben oui, en fait, nous, à notre origine, on loue des carrés d'herbe. Le camping, c'est vous venez avec votre tente. C'est déjà éco-citoyen. Même en venant avec le mobil-home et le chalet, on s'attache à avoir des matériaux éco-responsables. Et on a énormément d'établissements qui, justement, font partie de l'écolabel.
Écolabel, Clé Verte, il y en a beaucoup de labels justement où on adhère à ça. Le tri sélectif, on en parle depuis 2004 chez nous. Et c'est quand les CDA ne le mettaient pas en place, on forçait là-dessus. Maintenant, on va jusqu'à mettre en place des composteurs dans les campings. Donc là, c'est généralisé, il n'y a pas un... Généralisé, on ne va pas aller jusque-là, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a 40% des campings en Nouvelle-Aquitaine qui ont une véritable démarche éco-responsable. Et en plus, dans les normes, c'est rentré dans les normes. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des étoiles, vous êtes obligé, pour avoir certains points, de faire du tri sélectif. Donc, on n'y va pas au forceps, on y est dedans, mais on essaie de canaliser les gens. Et pour ce qui est de l'écolabel, c'est une excellente grille. Même quelqu'un qui n'est pas écolabel ou qui n'arrive pas à obtenir le label écolabel, il s'en inspire. Ça n'empêche pas à quelqu'un qui n'est pas écolabel de mettre des mousseurs, comme on a vu dans le reportage, qui font passer de 15 litres minute à 8 litres minute, et vous économisez 40%. Quand vous avez un camping de 200 places et que vous avez 150 locatifs et que vous économisez 40%, c'est 20 000 euros sur une facture d'eau. Vous faites ça depuis 10 ans, c'est intéressant. Alors, Jean-Luc Boulin, je vais vous faire part juste une petite remarque qu'on reçoit sur Twitter. Les gens nous disent bien sûr que le tourisme de masse, ça ne peut pas être un touriste bon pour l'environnement. Ils ont raison de penser ça ou c'est contestable ? Ça peut ne pas être bon, sauf si on engage le touriste. J'étais en fin de semaine dernière à la Dune du Pilat à discuter avec la directrice du syndicat mixte. La Dune du Pilat, c'est un grand site. Le principe du grand site, c'est 2 millions de visiteurs, donc c'est quand même un site emblématique en Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est le premier, a priori, ou deuxième en nombre de visiteurs. C'est un grand site, ce qui veut dire qu'il est protégé, mais il n'est pas mis sous cloche. Un grand site, c'est un site où on fait attention à qu'il soit protégé, mais il est ouvert à tous. Et tout l'argent qui est gagné par le syndicat mixte, par le parking payant, est investi dans l'équipe d'accueil et aussi dans l'information du public pour dire à quelqu'un qui arrive à la Dune du Pilat, vous êtes dans un écosystème fragile, il faut y faire attention. Et vous remarquez il faut que les le gens respecter. Les gens font plus attention. Ce qui aujourd'hui ne va pas encore, c'est que dans la communication générale qui est faite autour de la Dune du Pilat, c'est-à-dire tout le monde se sert de cette image, on ne met pas ça en avant assez, pas forcément le syndicat mixte, mais on ne dit pas assez, d'après moi, aux visiteurs, vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, dans une région qui est fantastique, qui a des sites merveilleux, mais il faut qu'ensemble, on les sauvegarde pour les générations à venir. Et je pense que c'est un message qui sera très porteur aussi pour nos visiteurs. Oui, Laurent Perrondé, en tant que maire de commune, vous entendez ce message, vous le véhiculez, ou vous voyez qu'il y a une conduite un peu plus éco-responsable des touristes ou pas ? Je ne suis pas un pro-label, parce qu'il se multiplie. L'éco-label, le label la qualité des eaux de baignade, le tourisme, l'handicap, l'accessibilité. On multiplie tout un tas de sortes de labels. Moi, je pense que c'est plutôt les messages qu'il faut faire passer, que ce territoire, finalement, il est formidable, mais nous avons déjà une multitude de réglementations qui protègent notre territoire. Donc à nous de le mettre en scène. Moi j'ai surtout proposé aux habitants justement d'être des acteurs de ce tourisme-là et pas le subir et d'être eux-mêmes à la manœuvre à travers des manifestations pour justement montrer aux gens qui nous visitent que ce territoire il est à protéger, il faut faire attention. Après quand vous regardez l'accessibilité à nos plages aujourd'hui, on a des plans plage avec l'Office national des forêts où on encadre la venue des visiteurs sur la plage, où nos dunes sont protégées et on fait très très attention à notre massif forestier. Une commune comme la d'autres, c'est 22 000 hectares, donc il faut être très très prudent et on empêche le grand public justement d'aller dans ces massifs-là. Les labels, je prends ça souvent pour des entreprises, mais je sais ce que c'est, je sais ce que ça coûte. Moi j'ai incité la région justement à être à la manœuvre. Par exemple sur la qualité des eaux de baignade, je souhaite qu'il y ait un label région, qu'on simplifie les choses et qu'on n'aille pas chacun dans des niches aller chercher des labels un peu partout. Alors, la première région en termes de label, vous l'avez entendu, l'Aquitaine, c'est un message qui est porté, qui est véhiculé par le président de la région, Alain Rousset, qui veut en faire la première région éco-citoyenne. Oui, c'est pas, avec la région, mais arrêtons de multiplier les petits labels avec vous n'êtes pas tout à fait d'accord? J'entends bien ce que dit monsieur le maire. Effectivement, plus on met de normes et plus ça complique. Mais c'est vrai qu'ils ont cette chance d'exister. Et ça, moi, je les prends comme outil de travail. Faire la démarche pour aller jusqu'au bout, pour obtenir et avoir celui qui a le plus de drapeaux à l'entrée de sa réception, non, effectivement, c'est pas joli en plus. Et est-ce que c'est pas une bonne finalité? Oui, et puis c'est pas ça qui fait venir forcément le touriste. Il va pas choisir cet établissement parce qu'il y a l'écolabel. Vous gérez votre entreprise. On gère une entreprise comme on fait attention à pas jeter les mégots sur la plage. Enfin voilà, on doit être nous-mêmes responsables. On a la chance que cette responsabilité-là, elle est apprise dans les écoles et c'est nos enfants maintenant qui vont nous éduquer. C'est ça, c'est presque une question de génération. Peut-être que les nouveaux touristes sont plus jeunes, sont plus responsables. Après, quand on parle du tourisme de masse,
Effectivement, ça pose un problème. Le problème, il ne vient pas du fait que c'est le monde qui va tout salir, mais c'est les communautés d'agglomération qui gèrent justement le tri sélectif, ainsi de suite. Quand vous passez de 3 000 habitants à 20 000 habitants et que vous devez gérer cette problématique sur 2 mois ou maintenant sur un seul mois, celui qui paye, c'est celui qui habite dans la communauté d'agglomération, c'est pas le touriste. Et le problème, c'est que c'est là où ça devient dangereux, et c'est là où, si les gens ne prennent pas conscience qu'ils sont pas chez eux, mais il faut qu'ils respectent l'environnement comme s'ils étaient chez eux, c'est là où on a un message à faire passer. Mais le premier touriste, c'est peut-être aussi l'Aquitain, parce que c'est peut-être lui le premier touriste. Et c'est lui, par exemple, pour l'Aquitain, qui est le premier à la journée à venir. Moi, je trouve que l'initiative prise au Porge cet été, qui a dit on enlève les poubelles, et puis on communique et on dit aux visiteurs écoutez, vous venez chez nous, mais ramenez vos poubelles. Un peu comme si on va dans le parc naturel des Pyrénées. Ça vient, j'espère, plus à l'idée de quiconque de laisser sa poubelle après avoir pique-niqué. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose sur un site naturel qui est une plage ? Et ça, c'est un début de réponse, d'engagement collectif, de dire je rentre à Bordeaux ou sur la métropole, mais je rentre avec mes poubelles. Je pense que ça, on peut le généraliser. Le Porge a divisé ses collectes de déchets par 15. C'est quand même extraordinaire. Donc, juste en sensibilisant les Aquitains qui viennent à la journée gratuitement en plus. Donc du coup, c'est logique. Alors, j'ai une question d'un internaute qui vous la pose, je vous la pose. Y a-t-il trop d'échelons administratifs ayant la compétence touristique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Conseil départemental, régional, les offices de tourisme dont vous êtes un des représentants. Est-ce qu'il y a trop de strates ? Qui c'est qui se mouille ? Moi, j'y vais parce que c'est mon quotidien. Il y a eu une loi qui a été votée en 2015, la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République. Et il y avait un article qui était l'article 4, qui, dans une nuit à l'Assemblée nationale, a été aboli, qui simplifiait les choses. Qui disait, finalement, on va se servir de 2 échelons, l'échelon local, à l'échelle intercommunale, et puis l'échelon régional. Il se trouve que nos parlementaires, pour des raisons qui devaient leur sembler bonnes, ont décidé de ne rien changer, et donc de continuer avec un échelon local, un échelon départemental et un échelon régional. C'est pas lisible pour l'ensemble des acteurs, etc. C'est compliqué aussi à gérer. Et en plus, ce que je dirais... supprimer ? On n'a rien supprimé. On a supprimé la loi sans dérogation. Alors déjà, le fait est que il y a logiquement, la compétence est de niveau intercommunal et plus de niveau communal, sauf pour les stations classées qui l'ont décidé avant la fin 2015. Et donc en Nouvelle-Aquitaine, on est la région où il y a le moins de stations classées qui sont restées autonomes. Oui, mais intercommunales. On a réussi à faire un office intercommunal. Donc ça fait une strate de plus. Sur 14, non, sur 14 communes. Sur 14 communes. Médoc-Atlantique. Il y a que... Médoc-Atlantique, l'office du tourisme regroupe 14 communes. Ça n'a pas été facile à faire et c'est toujours pas facile aujourd'hui. Mais on a une vraie force de frappe. Aujourd'hui, c'est important de faire vendre ce territoire à l'échelle de 14 communes. Et des offices de tourisme professionnels. En Nouvelle-Aquitaine, il n'y a que 17 communes stations classées sur 70 stations classées qui ont décidé... Vous dites tourisme professionnel parce qu'il y en a qui ne le sont pas ? Qui le sont moins, parce que c'est difficile aujourd'hui de faire tous les métiers nécessaires d'un office de tourisme quand vous êtes 3 ou 4 salariés. D'accord. Est-ce qu'il y a ce manque de synergie entre justement les institutions publiques et les institutions privées ? Alors, entre les différents échelons des institutions publiques, on améliore les choses, parce qu'il y a une vraie volonté des techniciens qui travaillent dans les comités départementaux du tourisme, comité régional du tourisme ou office de tourisme, de travailler ensemble, et ça, je pense qu'on y arrive bien. Mais à chaque fois, on prend du temps, parce qu'on discute, il y a beaucoup de niveaux. Entre la sphère publique et la sphère privée, alors moi, Jean-Baptiste va donner son avis de professionnel, mais je pense que quand l'office de tourisme est professionnel et a un nombre de salariés suffisant pour ne pas qu'on ait 3 salariés qui passent leur temps derrière la banque d'accueil à attendre un hypothétique visiteur. Il y a des techniciens formés qui peuvent amener un vrai appui aux professionnels. Mais il faut qu'on soit dans des offices de tourisme qui aient fait cette mutation, qui soient allés vers une certaine professionnalisation. Et ça, c'est lesquelles ? C'est celles qui ont mutualisé ? Par exemple, le métier de l'office du tourisme a beaucoup changé. On est sur l'accueil et sur la promotion. Aujourd'hui, d'avoir un comité de direction avec les socio-professionnels autour de la table, c'est un vrai plus pour les communautés de communes et pour les communes. Donc aujourd'hui, ils partagent cette stratégie, mais on a parlé d'accueil en introduction de l'émission, mais l'accueil, ça fait partie aussi des outils de formation de l'office de tourisme envers les salariés, les socio-professionnels. C'est ce qu'on fait aujourd'hui chez nous. On fait des petits déjeuners du tourisme, mais aujourd'hui, on a besoin de mieux accueillir, et c'est ce qui est fait sur notre région. Mais même aussi, on va jusqu'aux éléments de langage vis-à-vis de la presse. On doit aussi accueillir la presse sur son territoire, on doit accueillir nos touristes, et aujourd'hui, on donne à la disposition des sociopros qui sont autour de la table, c'est-à-dire
les partenaires privés des éléments qui leur permettent de développer leur communication. Bien. Alors Jean-Pierre Dagrue, on va parler de l'hôtellerie de plein air qui vous occupe en plein. C'est 14 000 établissements, si je ne m'abuse, 143 000 emplacements en Nouvelle-Aquitaine, ce qui place ce secteur dans la première position des régions françaises en matière de capacité d'accueil. Alors des campings avec toujours plus d'équipements, parfois certains ressemblent à des petites villes. Est-ce que c'est justement le modèle à suivre? Regardez ce reportage dans l'un des plus gros campings de Charente-Maritime, Aumâtre, entre Royan et La Tremblade. Le reportage est signé Éric Vallée et Joël Bouchon. Séance matinale tonique aux Charmettes, sous la houlette d'Ariette. Les campeurs sont à fond les manettes. Faut que vous ayez la forme pour faire ça. Ah oui, je vais en prendre. Ouais. Alors là, ça va durer combien de temps? 2 minutes. L'espace aquatique donne déjà une idée de la dimension de l'établissement, tout simplement énorme. Nous sommes 27 sauveteurs en total. Et donc, il travaille avec une rotation au bord de la bassin avec 8 places en permanence tout le temps, matin au soir. Ici, il y a tout ou presque. Salle de remise en forme, supermarché, restaurant, espace concert. Le camping s'est agrandi il y a 2 ans avec le rachat d'un voisin. Tendance générale dans la profession. Et les chiffres laissent rêveur. On est sur une superficie d'environ 50 hectares. Ça représente 1364 emplacements. Donc pour vous donner une idée, en pleine saison, quand le camping est plein, on est sur environ 5 à 6 000 vacanciers sur site. Avec combien de monde pour s'occuper de tout ça? Combien de personnel? Donc on est 170 salariés ici à travailler sur le site. Les clients en tout cas ne boudent pas leur plaisir. La principale motivation du séjour est ici avant tout familiale. Parce qu'on a des jumeaux qui aiment bien se faire des copains et c'est l'endroit idéal pour qu'ils s'amusent et qu'ils se détendent. Voilà. C'est la première fois que je pars dans un camping aussi grand, donc puis pour les enfants c'est pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a des activités, puis ils font un peu ce qu'ils veulent. Cette année, la fréquentation est bonne, pas de secret pour l'hôtellerie de plein air, c'est le soleil qui fixe la tendance. En début d'année, on n'a pas eu un très beau temps justement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effet retard. Le mauvais temps a bloqué, on va dire, des réservations et le beau temps les a libérées. Une saison qui démarre donc bien pour un secteur clé, 7 millions de nuitées chaque année en Charente-Maritime. Alors Jean-Baptiste Dagrue, c'est beaucoup. Alors 2 questions. Alors est-ce que c'est le modèle d'avenir, ces grands campings? Est-ce que personnellement vous iriez, vous? Non. Vous savez, la Nouvelle-Aquitaine, vous avez dit tout à l'heure, c'est 1400 terrains de camping, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vrai que ça fait rêver. Si vous divisez par le nombre d'emplacements que vous avez donné tout à l'heure, on s'aperçoit que voilà, le camping moyen, c'est un camping qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires et qui a 100 emplacements. 300 000 euros, c'est-à-dire c'est le boulanger en bas de chez vous. Ouais. Là, on vient de voir une très belle boutique. C'est une boutique qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, combien y a-t-il de campings de 20, 30 ou 40 emplacements qui font moins? Parce que si la moyenne est à 300 000 euros, vous vous doutez bien qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup, beaucoup plus petits. Donc, oui, ces campings-là vont pouvoir résister à l'avenir sur des mouvements de tourisme, sur d'une mutation touristique. Le petit camping, quand on annonce au mois de juillet moins 10, voire moins 15% de fréquentation, autant il y en a un qui va pouvoir l'assumer, qui va pouvoir s'asseoir dessus, autant l'autre ne pourra pas. C'est là le problème qu'on va avoir. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention à nos petits, qui sont nos pépites, parce que quand vous allez Aumâtre, à la Palmyre, c'est très bien, il y a la plage, c'est un aimant à touristes, il n'y a pas de souci. Mais quand on va en Dordogne, où il y a énormément de campings, mais de petits campings qui ont à peine 80 100 emplacements, pourtant c'est eux qui font vivre ce département-là. Et ceux-là, il faut les préserver, il faut faire attention. Donc avec l'évolution des normes, avec l'évolution de toutes les obligations qu'on se retrouve avec, on ne va pas extrapoler, mais il y a l'insertion paysagère qui nous est tombée dessus. Ce sont des investissements qui sont non productifs de chiffre d'affaires, mais on doit les rembourser, ces emprunts-là. Et si on ne fait pas attention, comme une saison, comme cette année, où on est à peu près à moins 9% de chiffre d'affaires, eh bien on se retrouve avec des campings qui vont être en difficulté, qui vont essayer de négocier avec leurs banquiers pour avoir 1 ou 2 annuités de plus. Ouais. Jean-Luc Boulin, on a vu là une grande structure. Bon, Jean-Baptiste Dagrue dit qu'il faut évidemment de tout pour faire un monde touristique et préserver sans doute les petites structures. C'est peut-être ça la difficulté aujourd'hui, c'est de préserver les petites structures. Oui, ou de trouver des modèles économiques qui permettent toujours à ce que, notamment en rural et dans les départements de l'intérieur,
l'intérieur, puisque on a parlé beaucoup jusqu'à présent des 5 départements de tourisme, enfin des 4 départements du littoral. On va venir à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'établissements et de campings qui sont de plus petite taille, qui sont indispensables à l'équilibre, mais sur lesquels il va falloir trouver des modèles économiques qui soient viables. Et là, c'est vrai que c'est un gros défi collectif, à la fois pour la profession, mais aussi à la fois pour les pouvoirs publics, de pouvoir anticiper surtout. Pour pas qu'on arrive à vivre la même chose qu'on a connue dans l'hôtellerie familiale, où ça fait 30 ans qu'on se pose la question comment on peut sauver l'hôtellerie familiale. Il n'y en a plus beaucoup. Et c'est en train d'arriver. Nous, c'est en train d'arriver. Le camping familial avec des groupes. Là, c'est un camping d'un groupe qu'on a vu dans le reportage. Les groupes sont en train de racheter les établissements, de s'agrandir, et on se retrouve aussi dans cette mutation-là où on va perdre justement cette individualité de par camping et avoir du camping un peu plus lissé. Et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Alors, vous parliez justement de la diversité. Oui, juste sur l'hôtellerie plein air, je crois qu'il y a une vraie interrogation, même des grosses structures aujourd'hui qui ont beaucoup investi ces dernières années, qui ont fait des parcs aquatiques à l'intérieur de leur structure. Nous, on travaille déjà avec l'Office du tourisme, avec ces gens-là, pour imaginer l'avenir, parce que Rétro Littoral, on a aussi des petites structures qui sont installées sur nos communes, et pas que dans le tourisme vert. Et je crois qu'on est en train d'imaginer, de faire une proposition à la région Nouvelle-Aquitaine de créer un cluster d'hôtellerie plein air. Ce qui permettrait de travailler sur ces métiers-là, d'avoir des véritables couteaux suisses à la disposition des entreprises, mais qui pourraient aussi fournir du personnel sur les autres structures des stations balnéaires. Donc un cluster en Nouvelle-Aquitaine sur l'hôtellerie de plein air avec le nombre de campings qu'il y a, je pense que ça serait une bonne idée en avenir pour organiser ce métier. Alors vous y faisiez allusion, Jean-Luc Boulin, on va parler de ces zones un peu moins privilégiées en matière touristique. L'Aquitaine, c'est une grande diversité, un territoire immense avec de grandes disparités, des zones en déshérence économique et qui se dévitalisent. La politique touristique régionale peut-elle régénérer ces territoires? On va se rendre justement en Limousin où l'on exploite le patrimoine industriel local pour faire vivre une forme de tourisme. C'est un reportage à la filature de Felletin de Philippe Mallet et Noël Veil. C'est une petite pépite des temps modernes, cachée au bord d'une rivière. La filature de la famille Terrade qui valorise ce travail à façon depuis 4 générations. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment spécialisée toutes ces dernières années dans du sur-mesure et de la commande de petites séries. 80 ans d'expérience dans le textile, au service de la bonnetterie, de la mercerie, du tapis et de la tapisserie d'Aubusson. Les machines sont d'un autre âge, mais la Carde, cette vieille dame de la filature, continue son métier, merveilleux métier, du sur-mesure. J'habitais Verviers avant, donc en Belgique, où il y a des machines justement qui étaient faites dans notre région. Donc ça m'impressionne de revoir et de revivre un peu ce qu'on a vécu pendant des années dans ma ville natale, quoi. L'atelier le plus artisanal, c'est celui-ci, la teinturerie avec son cassin. C'est la louche qu'on utilise en fait pour mélanger et homogénéiser en fait le bain de teinture. La laine est plongée dans des cuves à ciel ouvert, encore une autre époque pour les nouvelles générations. Ça, c'est papa-maman qui ont voulu aller visiter ça. Et ça vous plaît ou non? Ouais, c'était intéressant. Vous n'avez pas trop le choix, quoi. Ouais. Quand on travaille dans des usines dans la journée, oui, on peut ne pas comprendre pourquoi on y est le week-end et les vacances aussi, mais non, c'est agréable. C'est du tourisme industriel, c'est toujours très intéressant et ça permet aussi aux enfants de comprendre comment ça se passe sur des métiers particuliers. Maintenant, pour visiter la filature, il vous faudra attendre juillet prochain, car ici, le mois d'août est sacré. C'est celui des grandes vacances, toujours la tradition. Alors Jean-Luc Boulin, est-ce que vous croyez aux vertus de la Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que cette entité régionale peut justement régénérer des territoires un peu en déshérence, qui sont un peu oubliés, qui sont moins favorisés que ceux dont on a parlé, le littoral par exemple? Alors moi j'y crois franchement, je pense que c'est une excellente opportunité, mais tout d'abord j'aimerais dire pour ces territoires-là, les difficultés qu'il y a, et puis les opportunités. Les difficultés, dans un premier temps, elles sont simples. Vous avez aujourd'hui, sur l'ensemble des lits touristiques de la région, c'est-à-dire là où il y a les chambres d'hôtel, les campings, etc., vous en avez quasiment 80% qui sont situés sur les départements du littoral, donc Charente-Maritime en premier, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Gland, auquel j'ajoute la Dordogne, il y a quand même 10% des lits. Puis il y a 20% qui sont sur 7 départements. Donc, qui sont vraiment beaucoup plus pauvres, tous les départements qui sont plus à l'est, les départements de l'intérieur. Il y a une corrélation entre les aires économiques et les aires touristiques, c'est corrélé. En plus, à part sur la Dordogne, le Périgord noir, qui est très touristique et pas forcément économique, mais c'est assez corrélé.
dans l'activité touristique. Quand on a du tourisme, les collectivités tirent des recettes du tourisme. Monsieur le maire le disait tout à l'heure, c'est la taxe de séjour. Ne serait-ce qu'il y a des offices de tourisme qui vivent de la taxe de séjour. Il y a des frais aussi, mais il y a quand même des recettes. Pour faire du développement. Il y a encore des maires qui disent que la taxe de séjour doit servir à faire de la voirie. Je dois rappeler qu'elle est reversée. Oui, non, mais on est encore dans ces mentalités-là. Oui, mais logiquement, la taxe de séjour qui est payée par le visiteur, elle a pour objectif de développer la vie touristique locale, de financer les actions de promotion, etc. Oui. Quand on est sur ces territoires de l'intérieur, la difficulté qu'on a, c'est que pour structurer un office de tourisme, faire des actions de développement, etc., les seules recettes, ce sont les impôts des habitants. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est compliqué. Par contre, il y a des opportunités qui sont absolument évidentes. C'est que le fait qu'aujourd'hui, pour moi, demain, il n'y aura plus vraiment de touristes en tant que tel. Il y aura des habitants qui seront plus ou moins temporaires. Et les 6 millions d'habitants de la Nouvelle-Aquitaine, qui représentent aujourd'hui déjà un touriste sur 4. Quand même un touriste sur 4, c'est un néo-aquitain, quand même déjà. Plus les gens à la journée qui sont des consommateurs de loisirs sur leur territoire. On a là un bassin qui peut faire notre étiage minimum. Donc ça garantit ça peut garantir, un minimum et ça peut garantir un développement pour les territoires qui ne sont pas encore développés. D'accord. Vous êtes d'accord avec cette analyse-là ? Oui, de toute manière, il faudra qu'on trouve des moyens pour pouvoir perdurer. Si on doit faire le bilan national, il y a 12 ans, il y avait 10 000 terrains de camping. Aujourd'hui, on a 8 500. Il en manque et ça continue à partir. Ce n'est pas le camping au bord du littoral qui est toujours plein, qui continue à fonctionner. C'est le petit camping qui n'arrive pas à rentabiliser et qui se trouve à l'intérieur des terres. Et c'est vrai que... trouver une solution pour amener le néo-aquitain à venir découvrir ces petites pépites qui se trouvent à l'intérieur des terres et se réapproprier le calme, se déconnecter, arrêter avec le Wi-Fi, arrêter de nous imposer des choses et débrancher. Voilà, c'était ça les vacances avant. Parce que je lis là sur notre écran justement la réaction d'un de nos internautes qui dit il faut justement aller partout en Nouvelle-Aquitaine parce qu'il y a des pépites partout à voir. C'est un territoire multiple et divers et qui est accueillant et qui a des atouts touristiques évidemment. Un excellent exemple, excusez-moi, qui se développe grandeur nature, vraiment à grande vitesse, c'est Terra Aventura, qui est né en Limousin. C'est une application de géocaching qu'a fait le CRT du Limousin à l'époque où les régions étaient indépendantes et qui permet de faire une balade à pied tout en cherchant des trésors et des pépites. Cette année, on va arriver à 700 000 joueurs sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine parce que tous les départements ont suivi le Limousin. Vous voyez, la Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi des initiatives qui arrivent de la Haute-Vienne et qui peuvent s'étendre à l'ensemble du territoire. Et là, on a des néo-aquitains, mais qui prennent leur voiture pour aller dans un département rural, dans un village qu'ils ne connaissaient pas, juste parce qu'il y a une activité qui les passionne en famille et qui vont collectionner les points qu'ils gagnent. Les touristes sont férus de patrimoine, ils ont envie de découvrir des choses. On l'a vu à travers la filature. Mais l'hébergement, parce qu'il n'est pas que sur les campings sur ces régions-là, c'est le logis, c'est la chambre d'hôte, c'est toutes ces choses-là. C'est Airbnb. C'est Airbnb aussi. Mais c'est surtout des activités, c'est souvent des activités complémentaires. C'est-à-dire que la personne qui est ou artisan, ou cultivateur, ou agriculteur, a une activité aussi d'hébergement dans ces départements-là, et c'est tout à fait agréable pour le visiteur mais de profiter de l'autre activité de l'hébergeur. Et c'est souvent là que moi je vais dans des structures qui justement peuvent m'offrir ce genre de choses dans des équipements. Jean-Baptiste Agréou, Jean-Luc Moulin faisait allusion à Airbnb. Alors là, c'est une concurrence directe. Oui. Ça, vous la regrettez ? Vous trouvez que là, on est passé rigoureux et on ne le maîtrise pas. On ne le maîtrise pas, c'est là le problème. Autant l'hôtellerie, c'est une concurrence directe, c'est-à-dire qu'un hôtel, il se retrouve avec des appartements à côté de chez lui à Bordeaux qui sont loués moins cher, au même prix, et c'est du touriste qui devait venir chez lui qui va dans un appartement. Donc là, c'est de la concurrence directe. C'est plus mesquin dans l'hôtellerie de plein air, parce que dans l'hôtellerie de plein air, on loue des emplacements, il y a des gens qui mettent leur propre mobil-home, donc on a des propriétaires de mobil-home qui ont un emplacement à l'année sur les campings, et qui, eux, sous-louent. Donc ça veut dire que le camping a un concurrent direct, mais chez lui. C'est-à-dire que le propriétaire vend le camping. Et ça, vous ne l'avez pas vu venir. Ah non, on ne l'a pas vu venir. Parce que pour nous, Airbnb, c'était de l'appartement. On n'allait pas louer en mobil-home. Mais enfin, ils étaient déjà, avant que Airbnb arrive, ils étaient déjà, ces gens-là louaient déjà leur mobil-home. Ah, mais ils le louaient via Le Bon Coin, via là-dessus. Le système était le même. Non, là, justement, moi, je pense que là où c'est pervers, c'est la force d'Airbnb. Le côté pervers, c'est sur les villes. Mais pas, moi, je pense que plutôt sur le Airbnb, sur nos stations et sur le tourisme balnéaire, et plutôt une belle visibilité pour nous. Moi, je regarde l'année dernière des statistiques sur ma commune. 40 nationalités différentes sont venues sur la commune. Et après avoir interrogé Airbnb, on le sait qu'ils ne seraient peut-être jamais venus s'il n'y avait pas Airbnb sur la commune. Après, le problème des villes avec Airbnb, c'est qu'il y a eu des changements de destination. On est passé du logement à l'année sur
du logement touristique. Alors là, c'est un vrai problème pour les villes. Mais nous, le problème, on le connaît depuis très longtemps, puisque depuis 40 ans, on a du mal à trouver des locations à l'année sur nos communes. Mais ce n'est pas l'arrivée d'Airbnb qui a changé le système, puisque vos loueurs de mobil-home, ils avaient déjà la possibilité de le louer. Oui, mais moi je défends mon précaré là, parce que je suis propriétaire de camping. Vous louez l'emplacement, ça tombe tous les ans. Oui, sauf mais que ça ne change rien pour vous, mais sauf que vous louez aussi les mobil-homes. Je vais vous expliquer comment ça change. Ça change parce que justement... Vous avez une concurrence sur le camping, mais vous l'aviez déjà avant. Non, parce que le locataire, le locataire à louer. Oui, le locataire il louait. D'accord. Donc sauf que là il loue par Airbnb. Airbnb dépose les noms de domaine du camping pour faire du Google AdWords. Le client qui va vouloir aller sur un camping chez vous, tiens. Et tous les mobil-homes sont complets. Qu'est-ce qu'il fait Airbnb? Il envoie sur des mobil-homes Airbnb sur la commune d'à côté. Là, le camping, on utilise son nom, on utilise son nom de domaine, on utilise tout pour aller sur de l'AdWords alors que les noms sont déposés pour détourner la clientèle pour l'amener ailleurs. C'est là le problème. Après, je suis d'accord. C'est la puissance de la concurrence. On indique le nom du camping, mais il ne se sert pas, il n'envoie pas ailleurs quand c'est complet. Ça, c'est pas possible. Par contre, aujourd'hui, nous n'avions pas la possibilité d'encaisser la taxe de séjour sur beaucoup de structures. Aujourd'hui, un partenaire comme Airbnb, parce que je dis que c'est un partenaire, je comprends la difficulté des villes, parce que là, on perd par contre des locations à l'année, et c'est dangereux pour les villes. Une ville comme Bordeaux, aujourd'hui, il fait la chasse et c'est normal. Mais chez nous, c'est quand même une taxe de séjour qui est reversée, parce qu'aujourd'hui, il y a Airbnb et les autres opérateurs qui nous reversent la taxe de séjour directement, qui la collectent pour nous. Et ils ne le font pas de façon sympathique, c'est quand même l'égalité de l'ensemble des citoyens devant la taxe, et au 1er janvier 2019, ce sera obligatoire. Mais il n'empêche que, avec les difficultés de mise en place qu'on connaît malgré tout dans les collègues des offices de jeunes dans votre commune? Mais ça, c'est le problème des communes avec notre foncier. Alors, nous, on a la chance d'avoir du foncier, on a lancé beaucoup d'opérations qui permettent justement aux jeunes de travailler et de se loger. Mais on est, par exemple, quand on parlait des niches que l'on va développer, puisque vous avez dit comment on pourrait allonger la saison, on travaille aussi sur le tourisme d'affaires, sur le tourisme d'entreprise, des relations avec les croisiéristes pour pouvoir aussi amener des croisiéristes visiter le littoral. Mais toutes ces choses-là, c'est travailler avec la métropole pour avoir des emplois à l'année aussi, pour fixer nos jeunes dans nos communes. D'accord, donc il serait intéressant de voir malgré tout l'impact d'Airbnb, parce que je suis tout à fait d'accord sur ce que disait Monsieur le maire. Sur les grandes villes comme Bordeaux, on a des impacts particuliers. Mais par contre, une résidence secondaire qui n'était ouverte, une résidence secondaire, c'est ouvert en moyenne 21 jours par an. C'est ça. Si, parce que c'est plus facile avec Airbnb de louer, parce qu'il y a un service de conciergerie sur place qui va s'occuper d'ouvrir, d'accueillir les gens, etc. Monsieur le maire, ça l'est moins pour Monsieur Lagréau, c'est ça? Je vais même plus loin. Est-ce que c'est vraiment le métier? Par exemple, avant, les offices du tourisme avaient beaucoup de loueurs en meublé. Bon, ce n'était pas vraiment notre métier, on est sur l'accueil, on est sur la promotion touristique. On rendait ce service aux loueurs en meublé. Mais ce n'était pas notre métier. Aujourd'hui, on a des professionnels qui le font, et les hébergeurs, ils nous quittent finalement les offices. Mais tant mieux, on préfère se concentrer nos efforts sur la promotion et l'accueil. Aujourd'hui, la moitié des visiteurs, on a perdu la moitié de nos visiteurs sur les offices. Donc on va dans les structures, dans les vôtres, sur l'hôtellerie. L'office du tourisme sort de ses murs et on préfère garder justement nos personnels pour aller à la rencontre des gens et justement faciliter l'accueil des visiteurs. D'accord. Bon, là, il y a un petit débat qui n'est pas tout à fait résolu, pas tout à fait fermé. Moi, quand ça touche mon chiffre d'affaires, je suis tout de suite sur le Si je peux me personnel. permettre, je vais vous donner un conseil. Ne louez plus vos emplacements à l'année, gardez-les. Achetez des mobil-homes et louez-les directement. Oui, c'est ce qui est en train d'être fait, justement, avec l'interdiction de la sous-location. Et que, oui, bien sûr, mais on n'est pas fous non plus. Il y a des solutions. Et quand on me pose la question, savoir si Airbnb est vertueux, le concept est vertueux. Ce qu'on en fait l'est beaucoup moins. Parce que vous partez en vacances, vous sous-louez votre maison, c'est vertueux. Vous achetez 8 appartements à Bordeaux pour les sous-louer uniquement sur Airbnb. Vous ne les déclarez pas aux impôts, vous ne payez pas votre taxe de séjour. Excusez-moi, pour moi, non, ça ne l'est pas. Maintenant, après, mais là, on est sur les grandes villes. Mais par contre, il faut que vous sachiez quand même que l'État fait la chasse et qu'aujourd'hui, on est très accompagné et que la loi encadre vraiment ce qui se passe sur le territoire. Après, il n'y aura plus qu'à régler les questions de fiscalité, mais ce n'est pas notre hauteur. Je voudrais qu'on dise un mot sur le réchauffement climatique et le tourisme, puisqu'on sait déjà que, d'après le rapport Le Truc, qui est un rapport d'experts scientifiques, que d'ici 2025-2030, il y aura des mutations qui vont toucher tous les secteurs d'activité, y compris le tourisme. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que vous anticipez? Est-ce que vous voyez comment les choses peuvent évoluer? Vous êtes confronté directement? Est-ce que vous avez beaucoup d'établissements qui sont sur le littoral? Est-ce qu'il peut y avoir un impact? Oui, il peut y avoir un impact. Le problème qu'on a, c'est qu'on se sent impuissant. Quand en hôtellerie de plein air, je vous dis, nous, notre
principale activité, c'est de louer des carrés d'herbe. On voit des beaux établissements avec des piscines, ainsi de suite, mais ça représente sur 8500 terrains de camping en France, ça en représente 1000. Il y a 7500 terrains de camping qui sont du camping populaire, comme on a connu depuis tout le temps, qui sont à la tente et la caravane. Donc eux ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font pour préserver l'environnement. Donc on se sent quand même impuissant. Vous n'avez peur que certains établissements soient fermés Oui, certains établissements soient fermés. Et puis on est embêté quand on voit des grosses structures de béton qui se montent et puis sous prétexte qu'ils mettent du bardage bois, ils sont éco-responsables en ayant abattu une forêt. Voilà, moi je vous ai dit, je suis des Landes, je suis forestier dans l'âme et il y a des choses qui me font de la peine, mais on se sent impuissant. Et la solution, le problème, c'est qu'on aimerait l'avoir et je pense qu'on l'a pas. Laurent Perrandé, vous êtes, vous, alors en première ligne, l'érosion du littoral, vous la vivez chaque année. Vous avez même une commune qui était parfois un peu menacée. On a été un peu inquiet pour vous, d'ailleurs, en voyant quelques images. Ça, c'est vraiment une prise de conscience. Comment vous faites, là, pour anticiper Alors, moi, j'en parle en toute sérénité, parce qu'on n'a jamais rien caché, au contraire, puisqu'on a été site pilote pour une étude sur la relocalisation des activités et des biens par le ministère de l'Environnement à l'époque. On est accompagné dans notre stratégie par la région Nouvelle-Aquitaine déjà depuis de nombreuses années. Et on a une stratégie qui va s'arrêter fin 2018 pour en reconstruire une autre à 2050. On le sait. Dans les années qui arrivent, les océans vont continuer à monter, les tempêtes vont se multiplier. On a déjà été touché en 2014, on a reconstruit un Perret qui nous protège. Et on a une particularité, c'est qu'on a un front de mer urbain d'à peu près 1 km. Mais on a quand même une côte de 16 km où on organise aujourd'hui des plans plage pour permettre à nos visiteurs d'aller à la plage. Mais il faut savoir que dans 20 ou 30 ans, au droit de l'urbanisation, on n'aura plus de plage à marée haute. On a déjà sur des gros coefficients, aujourd'hui à Lacanau, une plage de repli qui sert justement aux touristes pour se mettre à l'abri. Mais on a déjà de l'eau dans les cailloux sur des gros coefficients à marée haute. Donc on se prépare à ce phénomène-là. Aujourd'hui, la loi ne nous permet pas d'envisager sereinement, puisqu'elle n'existe pas. On n'a pas les éléments techniques, juridiques et financiers qui nous permettent d'envisager sereinement l'avenir. Mais c'est ce qu'on sait, c'est qu'on aura une protection à 2050 qui pourra nous permettre de relocaliser les enjeux mineurs, c'est-à-dire un poste de secours, une maison de la glisse ou des choses comme ça. Mais ce périmètre-là, c'est 400 millions d'euros d'enjeux. Vous imaginez bien que pour relocaliser un volume pareil, quel est l'établissement qui va porter ça? Ce n'est pas la commune de Lacanau. Nous n'avons pas les moyens d'engager des relocalisations pareilles. Un mot sur cette question. Moi, ce que je trouve très important, c'est qu'en région Nouvelle-Aquitaine, la réflexion est très largement engagée. Notamment, alors surtout le littoral, notamment grâce aux travaux des collectivités, du GIP du littoral. Et justement, cette réflexion de dire qu'on est dans le temps long, de se dire, voilà, comment on envisage l'avenir, comme il y a eu la mission d'aménagement de la côte aquitaine, comment on envisage demain, 2050, comment on sera. On a la chance d'avoir une côte qui n'est pas trop urbanisée, finalement, sur l'ensemble de la côte. La Miaka était quand même assez visionnaire. Et je pense qu'on peut, là-dessus, s'en tirer pour pouvoir vivre avec un milieu naturel qui va être sans cesse mouvant et qui va lui vivre et s'adapter plutôt que d'essayer de le dominer. Et ce qui se passe sur le littoral, ça peut être vraiment quelque chose d'innovant qui peut inspirer plein d'autres collectivités ailleurs que sur le littoral. Oui. C'est vrai qu'on est toujours dans une vraie problématique en France, on ne s'est jamais anticipé, donc on n'avait pas de stratégie nationale, mais c'est vrai que la région Nouvelle-Aquitaine, et la région Aquitaine en particulier, il y a déjà 10 ans, s'est lancée justement dans ces études-là, et le GIP littoral, qui est le bras armé de la région en matière de traitement du littoral et toutes les problématiques du littoral, nous a bien aidés et nous accompagne dans toutes nos actions aujourd'hui. Il faut rappeler qu'il y a 720 km de littoral dans cette grande région aquitaine, ce qui n'est pas rien. Avec l'érosion, la submersion chez eux et toutes les problématiques de la côte sableuse, des roches. Voilà. Encore une fois, c'est très divers, mais c'est très compliqué. Par contre, de façon générale, je pense que le réchauffement climatique, les effondrements successifs auxquels on peut se préparer, va faire que la proximité va aussi avoir un poids non négligeable. C'est-à-dire que avoir deux leviers d'action, d'un côté des touristes internationaux qui se développent. Et qui sont de plus en plus nombreux, je regardais les statistiques, les étrangers viennent... Mais de notre côté, un socle local qui, demain, face à des évolutions qu'on ne connaît pas, fera qu'on aura toujours une activité de loisirs et de consommation locale. Les Charentais ont un ADN beaucoup plus marin que nous, ils ont une vraie culture de marin, les Basques aussi quand même, l'Andé Girondin
un peu moins, donc ils sont habitués à vivre avec la mer. Donc ils ont été beaucoup plus précurseurs que nous, quand on regarde les travaux qui ont été faits en Charente ces dernières années, tout autour de La Rochelle, mais aussi Châtelaillon et d'autres plages. Ils étaient quand même des précurseurs en ce domaine-là. Donc on va se servir aussi de leur expérience et leur expertise pour travailler ensemble, puisqu'ils ont rejoint le GIP Littoral il y a 15 jours de ça. C'est un crédit des Charentais, donc vous voyez... Ouais, Châtelaillon-Plage, mes établissements sont à Châtelaillon-Plage. Bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. J'espère que ce débat vous aura éclairé sur ce territoire Nouvelle-Aquitaine et ses projets d'avenir, ses perspectives de tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Avant de refermer cette émission, je voudrais également remercier Nicolas Mariot, Jean-Luc Secaldi, Bernard Tavitian, Jean-Marc Diana, Isabelle Laurent qui s'est occupée de la partie réseaux sociaux et tout avec quelques petites difficultés. C'est la deuxième émission. On n'a pas pu relayer tous ces tweets que vous nous avez fait parvenir. Ce sera mieux la prochaine fois, c'est promis. Et puis le prochain Dispendium, ce sera à Limoges, même heure, mercredi prochain. C'est Vanessa Finot qui animera ce débat citoyen avec cette question: l'animal a-t-il des droits? Vaste question. Merci encore pour votre fidélité et bonne soirée.